je vais faire rapidement quelques minutes. Je vais introduire l'oratrice de ce soir, donc Julie Grelier. Elle est physicienne, directrice de recherche du CNRS, elle travaille dans un laboratoire mixte du CNRS et de la compagnie Thales. Elle a obtenu la médaille d'argent du CNRS. Elle parlera des circuits de l'intelligence artificielle. Comme on verra, elle parlera d'ordinateurs inspirés par le fonctionnement du cerveau. Notre cerveau est une merveilleuse machine qui surpasse nos ordinateurs. On connaît de mieux en mieux son fonctionnement et les ordinateurs du futur et l'intelligence artificielle s'en inspireront. Voilà, Julie, à toi la parole. Merci Albert, bonsoir à tous, merci d'être ici. Donc comme Albert l'a dit, moi ce soir j'aimerais vous parler d'intelligence artificielle. Et comme je suis physicienne, j'aimerais bien vous parler aussi du sujet qui me passionne, c'est les circuits de l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait on parle beaucoup d'algorithmes, c'est-à-dire de programmes informatiques, mais en fait cette intelligence artificielle, il faut la faire mouliner sur des ordinateurs. Et je voudrais vous parler du futur de ces ordinateurs. Mais quand même, avant de faire ça, j'aimerais qu'on décrypte ensemble ce que c'est que l'intelligence artificielle. Et surtout, moi mon but c'est pas d'aller jusqu'au bout de mon exposé ou de faire quelque chose de compliqué. Donc surtout n'hésitez pas à tout instant si vous voulez une clarification, s'il y a un point à discuter, à m'interrompre et on en parle ensemble. Voilà. Donc l'intelligence artificielle, c'est un mot qui est très à la mode, on en parle énormément. Et la raison pour ça, c'est parce que finalement, en quelques années seulement, quelque chose qui n'existait pas est maintenant devenu commercial, d'usage courant. Donc l'intelligence artificielle, elle est partout. Par exemple, lorsque vous faites une recherche sur Google, c'est assisté par une intelligence artificielle. Maintenant, les intelligences artificielles sont capables de classer vos photos sur votre appareil, sur votre portable, et de reconnaître les personnes. L'intelligence artificielle, c'est aussi elle qui détecte vos goûts, et donc qui vous conseille des publicités personnalisées sur Internet. On voit, dans mon cas, vous voyez, ce qu'elle des robes, que je n'aime pas du tout d'ailleurs, donc c'est encore faillible. Et l'intelligence artificielle aussi assiste la conduite dans, par exemple, les fameuses automobiles Tesla. Voilà. Alors c'est quoi la spécialité de l'intelligence artificielle? En fait, c'est quoi le point commun à tout ceci? C'est que l'intelligence artificielle, ce qu'elle sait très très bien faire, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance de motifs. C'est quoi la reconnaissance de motifs? C'est quand on a énormément de données, c'est de reconnaître des corrélations dans les données. Donc une manière très simple de le voir, ce sont les images en fait. Reconnaître des motifs dans des images, ça veut dire reconnaître qu'est-ce que c'est qu'un chat dans une image, reconnaître un chien, reconnaître différentes choses dans les images. Donc vous voyez ici un exemple, c'est d'algorithme d'intelligence artificielle. Vous voyez qu'on lui présente des images et puis ensuite elle doit reconnaître ce qu'il y a dans l'image. Donc vous voyez qu'elle donne des différentes réponses. Donc par exemple, vous voyez qu'elle a reconnu très bien une mythe, un bateau à container, un léopard. Et vous voyez que des fois elle fait des erreurs, mais finalement ici elle était censée apparemment... elle devait reconnaître les cerises et elle a cru que c'était un dalmatien, mais vous voyez qu'effectivement il y avait de quoi se tromper. Donc elle a pu reconnaître très très bien les motifs. En fait aujourd'hui, les intelligences artificielles sont même capables de battre les humains pour la reconnaissance d'images de ce type. Donc les images c'est l'exemple le plus frappant, mais on a eu d'autres développements récemment. Donc vous avez peut-être entendu parler que les intelligences artificielles sont aussi capables de battre les humains à des jeux assez compliqués. Donc le Go, le jeu de Go qui était réputé pourtant extrêmement complexe, une intelligence artificielle qui s'appelle AlphaGo a battu le champion du monde coréen, Lee Sedol, vous voyez ici qu'il est affligé par le résultat. Une intelligence artificielle, ça peut aussi jouer au poker, mieux qu'un humain également, donc elle bat maintenant régulièrement les humains au poker. Donc ici, vous voyez, c'est aussi de la reconnaissance de motifs. Comment est-ce qu'elle parvient à ça? C'est que l'intelligence artificielle est capable de reconnaître les stratégies récurrentes pour gagner. Elle voit des corrélations dans les stratégies gagnantes. Aussi, l'intelligence artificielle, maintenant, elle peut faire presque des créations artistiques. En fait, par exemple, on peut lui présenter plein de tableaux de Van Gogh et elle va essayer de découvrir les corrélations du style de Van Gogh. Et ensuite, on peut lui donner une photo complètement
complètement différente et elle va appliquer le style de Van Gogh à cette photo et ça peut créer ce genre de... Voilà, on lui donne une photo qu'on a prise et ça la transforme avec un style qu'elle a appris à partir d'un peintre. Donc ça peut faire ce genre de choses. Un autre type de résultat assez récent dans les développements actuels, c'est ce qu'on appelle les réseaux génératifs. Donc maintenant, une intelligence artificielle, typiquement, on peut lui donner une petite description. Donc la petite description, vous la voyez en haut, on lui dit je voudrais un oiseau blanc avec une petite couronne noire et un bec jaune. Et l'intelligence artificielle doit créer une image à partir de cette description. Alors vous voyez, elle procède en plusieurs étapes, et vous voyez qu'à la deuxième étape, elle est capable de produire des images qui sont quand même assez réalistes. Hein, c'est complètement construit de rien. Hein, vous voyez que c'est pas tout à fait parfait, mais enfin vu de loin, on arrive quand même à avoir quelque chose d'assez réaliste. Donc ça, c'est l'état de l'art aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Et comment ça marche alors, cette intelligence artificielle? Donc, une intelligence artificielle, c'est, vous avez dû l'entendre dire, c'est un algorithme. Et un algorithme, en fait, c'est vraiment extrêmement similaire à une recette. Donc c'est vraiment tout à fait similaire. Donc un algorithme, c'est une série d'instructions qu'on va donner à un ordinateur pour qu'il les exécute les unes après les autres. Alors un algorithme, un programme classique, comme je ne sais pas Word ou Excel, c'est une recette où on connaît tous les ingrédients, on sait exactement la recette. Donc par exemple, un algorithme classique de recette de gâteau au chocolat, c'est le suivant. Je connais les ingrédients, il faut du chocolat, des œufs, sucre, farine, beurre, et ensuite les instructions sont très claires, on a les quantités et ce qu'il faut faire ligne par ligne. Donc le programme c'est ça, c'est première instruction, faire fondre 200 g de chocolat en morceaux dans une casserole. Ensuite le beurre avec le chocolat, etc. etc. D'accord, ça la recette, c'est vraiment ça un algorithme, c'est exécuter ces instructions les unes après les autres. Et si on les exécute exactement suivant la recette, à la fin on obtient un gâteau au chocolat. Okay, donc ça c'est un programme tout à fait classique. Un algorithme d'intelligence artificielle, c'est différent dans le principe. C'est également une recette, mais c'est un algorithme qui va fonctionner par essai-erreur. Donc, imaginez qu'on ne connaisse pas les quantités de chocolat, d'œufs, de farine pour faire un gâteau au chocolat, mais qu'on connaisse le goût. Il y a quelqu'un parmi vous qui connaît le goût parfaitement du gâteau au chocolat, qui sait ce qu'il veut obtenir. Et notre but, c'est de faire un gâteau au chocolat, de transformer les ingrédients qui sont les données en gâteau au chocolat. Donc, comment va procéder l'algorithme d'intelligence artificielle? Eh bien, il va s'écrire comme ça. On a les ingrédients, les données qui sont le chocolat, œuf, sucre, farine. On sait qu'il y a une série d'exécutions, d'instructions à réaliser, mais on ne connaît pas les quantités de chaque ingrédient. Et notre but, c'est de trouver ces quantités. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que, au départ, on va choisir des paramètres, des données complètement au hasard. Donc, on va mettre n'importe quoi, 1 kg de chocolat, 10 g de beurre, 20 g de farine, 12 œufs, et on va faire cuire ça 10 minutes. Hop. Voilà, donc on fait ça, on suit la recette, et là, on obtient quelque chose, on goûte, et donc la personne qui sait à quoi ressemble un vrai gâteau au chocolat dit « mais c'est pas bon du tout, c'est pas ça ». D'accord? Et alors, à partir de là, en fait, on va vouloir améliorer les quantités. Et donc, pour faire ça, c'est le processus de l'apprentissage de l'intelligence artificielle doit apprendre. Et donc, on a une espèce de règle qui dit, en fait, qui dit comment changer les ingrédients un petit peu, la quantité un petit peu, pour que ça se rapproche plus du résultat qu'on souhaite. Okay, donc typiquement, ça veut dire qu'on va se rendre compte qu'il y a un peu trop de chocolat, 1 kg, c'était un peu excessif pour un gâteau pour 4 personnes, donc on va baisser un petit peu. Il faut augmenter un peu le beurre pour que ce soit moins sec, etc. Donc on va changer un peu, ça ne va pas être encore ça, on va converger vers la réponse. On refait la recette, voilà, on obtient un nouveau résultat qui est un petit peu meilleur, on goûte, c'est pas encore parfait. On va changer encore un petit peu la quantité des ingrédients, refaire la recette, regoûter, etc. jusqu'à ce que ça converge vers un vrai gâteau au chocolat. Voilà. Et une fois qu'on a trouvé, on saura toujours faire un gâteau au chocolat. Cet algorithme aura appris à faire un gâteau au chocolat. Alors vous voyez, ça semble complètement fou de faire comme ça. À quoi ça peut bien servir? Ça prend beaucoup de temps. En fait, quand on sait la recette, ça n'a aucun intérêt. Vraiment, l'intérêt, c'est quand on ne connaît pas, on ne sait pas comment décrire exactement les instructions. C'est là où ça va nous sauver, l'intelligence artificielle. Alors ça va nous sauver. Par exemple, voyez-vous, on ne sait pas, si on veut reconnaître un chat dans une image,
c'est extrêmement compliqué. C'est quoi qui définit un chat? Comment est-ce qu'on peut reconnaître un chat, sachant qu'un chat, ça peut être de toutes couleurs, ça peut sauter, ça peut être dans plein d'orientations différentes. Comment est-ce qu'on est capable de dire à un programme, là, dans cette image, il y a un chat? En fait, on ne sait pas bien le faire. Et c'est pour ça qu'en fait, la meilleure manière de le faire, c'est d'utiliser un algorithme d'intelligence artificielle à qui on va fournir ces données sans arrêt, et puis il y a un humain qui va dire, ah, bah, ok, là, cette image, c'est un chat, cette image, c'est un chien, etc. Et au bout d'un moment, il va apprendre petit à petit, en ajustant les paramètres, à reconnaître un chat. Et ça va être très long, mais une fois qu'il aura fait cet apprentissage, il le fera mieux qu'un humain. C'est-à-dire la prochaine fois qu'on lui présentera une image de chat, il pourra le faire plus rapidement et plus efficacement qu'un humain. Alors, d'où vient cette inspiration de faire un truc aussi étonnant finalement? En fait, l'intelligence artificielle, ces algorithmes, elles sont inspirées du cerveau. Ce sont des réseaux de neurones. Donc en fait, ces programmes, ces séries d'instructions, d'essais d'erreurs, en fait, ils décrivent un réseau de neurones. Donc en fait, un réseau de neurones, c'est comme dans le cerveau, on a des neurones qui sont connectés entre eux par des synapses. Donc on peut les représenter aussi, ces programmes, comme ça, sous ces formes de graphiques, où les ronds, ce sont les neurones, et puis vous voyez que les ronds sont connectés par des flèches. Ces flèches, ce sont les synapses. Okay, et donc, une autre manière de voir les réseaux de neurones, c'est que, voilà, en fait, à travers ces réseaux ici, on va faire circuler l'information. Les neurones vont traiter l'information, et comme dans le cerveau, vous savez, les synapses, dans le cerveau, c'est ce qui connecte les neurones, c'est ce qui fait circuler l'information entre les neurones. Ça va être pareil dans un réseau de neurones, on va avoir une information numérique qui va circuler à travers les synapses. Et les synapses, ça va être des vannes pour l'information qu'on va pouvoir ajuster en fait, petit à petit. Donc typiquement, vous voyez, si on veut reconnaître un chat d'un chien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une image peut-être d'1 million de pixels en entrée. Donc on va envoyer chaque pixel sur des neurones d'entrée, donc ça va être très très grand en entrée. On va avoir des millions de neurones typiquement. Et alors à la fin, ce qu'on veut faire, c'est réduire complètement la dimension de cette image d'entrée qui est avec des méga données, pour simplement extraire, simplement dire c'est un chat, c'est un chien. Donc on a réduit la dimension du problème, c'est-à-dire de pixels, on passe à une notion. Et la manière de le faire, c'est en fait, donc au départ, donc les neurones, ce qu'ils font, c'est que c'est des fonctions non linéaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement, la sortie du neurone, elle n'est pas proportionnelle à son entrée. Ça va permettre de faire router l'information, un peu de la transformer dans le réseau, de la faire circuler un peu. Et ensuite, les synapses elles vont un peu ajuster par où va circuler l'information. Et ce qu'on veut, c'est en fait, c'est créer une sorte de flux de l'information, de sorte que, donc au départ, une fois que l'algorithme a appris, on va avoir des sortes de cascades qui vont se produire d'informations. Et à chaque fois qu'il y aura un chat, vous voyez, on va avoir une sorte de cascade similaire qui va router l'information vers le chat, vers le neurone qui s'allume lorsqu'on a un chat. Et puis, lorsque c'est une image de chien, on va avoir une cascade différente qui va se créer, qui va router l'information vers le neurone chien. Et donc, au départ, comme on l'a vu, on choisit des paramètres aléatoires, donc ça ne fonctionne pas. Mais petit à petit, au fur et à mesure des images présentées, on va ajuster en fait la transmission des synapses pour router l'information vers là où on le souhaite. Et ainsi, lorsqu'un réseau a pris, on a toujours un peu, quand on a un chien, on va toujours un peu avoir la même type de cascade. Et quand on a un chien, on va avoir une autre type de cascade qui va se mettre en place, et on va ainsi pouvoir séparer ces informations qui au départ n'étaient pas évidentes. Voilà, donc ça c'est un peu le principe des réseaux de neurones. C'est peut-être la slide la plus technique. Je ne sais pas, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions à m'en poser. Donc, voilà, ces algorithmes de réseaux de neurones, ensuite, donc, ils sont vraiment traduits, comme je vous l'ai dit, sous une forme d'un programme. Comme vous voyez ici, c'est une série d'instructions. Ensuite, cette série d'instructions, elle est complètement décortiquée, écrite en binaire sous forme de 0-1. Et ensuite, ça c'est envoyé vers un processeur d'ordinateur où ça mouline, mais il n'y a pas de neurones, il n'y a pas de synapse, c'est complètement décortiqué, tout est binaire et ça tourne là-dedans. D'accord ? C'est ça l'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors, d'après vous, est-ce que c'est intelligent ce type de... Parce que j'aimerais bien démystifier
On appelle ça une intelligence artificielle. Beaucoup de chercheurs rigolent avec ça parce que c'est plutôt assez inintelligent. Comme vous voyez, on est à juste des paramètres jusqu'à ce que ça converge. Ça n'est pas vraiment intelligent parce que voyez-vous, le résultat il est encore fragile. D'ailleurs, c'est un des gros problèmes actuels. Donc ici, vous voyez par exemple, on a une image de panda. On a entraîné l'intelligence artificielle à reconnaître le panda. Vous voyez. Et ce que des chercheurs ont montré, c'est qu'en fait, on peut attaquer ces intelligences artificielles, leur faire complètement planter. Donc, on rajoute du bruit à l'image, mais il y a un bruit qu'ils ont choisi exprès pour le rendre, pour tester un peu l'algorithme, pour aller à ses limites en fait. Donc on rajoute ce bruit à l'image, ça donne cette image. Vous voyez toujours un panda. Par contre, l'intelligence artificielle, elle est sûre à 99% que c'est un singe gigot. Voilà, sûr. Donc vous voyez, ça c'est des grosses limites de l'intelligence artificielle. Donc il y a énormément de travail déjà pour comprendre pourquoi ça fait ça et comment l'éviter, parce que là on rigole, c'est une image, mais si ça arrivait à une voiture autonome, ce serait plus embêtant. Donc vous voyez que l'intelligence artificielle, un des soucis actuellement, c'est qu'elle n'a pas de sens commun. Elle n'est pas capable de généraliser. Voilà l'illustration. Elle ne serait pas capable de comprendre si elle scie la branche, elle va tomber. Ça, une intelligence artificielle aujourd'hui, ça ne sait pas faire ça. Et puis, un autre souci actuellement de l'intelligence artificielle, c'est du nombre faramineux de données dont elle a besoin pour apprendre. Pour apprendre ce que c'est qu'un chat, il faut montrer des images de chats étiquetées par des humains. Oui, chaque humain, il y a des humains qui ont dit ça, ce qu'on voit c'est un chat, c'est un chien, il faut lui en montrer des millions. À un enfant, vous lui montrez 3 chats, même je sais pas, 2, il sait ce que c'est qu'un chat. Ça, on ne sait pas encore faire ça aujourd'hui, très mal. Et l'intelligence artificielle ne sait pas vraiment apprendre toute seule. C'est un des sujets de recherche actuelle. Il y a vraiment, à chaque fois qu'on présente une image de chat, on est obligé de dire que c'est un chat. Vous voyez, un enfant, il comprend très vite tout seul, il est capable de faire des raisonnements logiques et d'assembler des concepts pour arriver à des résultats plus évolués. L'intelligence artificielle aujourd'hui ne sait pas faire ça. Donc, je vous donne un petit exemple des capacités humaines qui aujourd'hui sont inaccessibles à l'intelligence artificielle. Vous voyez, c'est des choses que vous ne connaissez pas, des formes imaginaires. Je vous dis que c'est des tuffas, okay, donc parmi d'autres formes. Voilà, c'est les images que je vous ai montrées, c'est les 3 enrouges ici. Si je vous dis que ça, c'est des tuffas, je vous demande, regardez bien l'image et dites-moi où sont les autres tuffas dans l'image. Voilà, je vous laisse regarder. Je pense que vous aurez tous et toutes reconnu les tuffas dans l'image. Pourtant, vous ne savez pas ce que c'est qu'un tuffa normalement, on vient de voir ensemble, ça n'existe pas, mais on est capable très vite, avec très peu d'exemples, d'identifier des nouvelles catégories. Ça, aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne sait pas le faire. Donc, la conclusion, c'est que nous sommes très loin des fantasmes d'une intelligence artificielle qu'on appelle forte, c'est-à-dire qui serait capable de raisonnement, de symbolisme, de concepts, etc. On en est très loin. Voilà, aujourd'hui. Et il faudrait, pour qu'on aille là, qu'il y ait vraiment des avancées considérables dans la compréhension du cerveau et des algorithmes. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver, je ne sais pas quand, mais on ne sait pas. Il y a énormément d'efforts et d'investissements actuellement, vous savez, dans ce champ de recherche. Donc c'est possible qu'on ait des avancées, mais il faudrait une avancée conceptuelle très considérable, on n'en est pas là. Ceci ne veut pas dire cependant que l'intelligence artificielle d'aujourd'hui ne pose pas des problèmes éthiques. Donc il y en a de nombreux. Vous les connaissez, je pense. Là, par exemple, je viens de recevoir, moi j'utilise Yahoo, je viens de recevoir un petit mail parce qu'il vient de changer de... Maintenant, c'est une compagnie qui s'appelle OS qui vient de racheter. Et donc je reçois un petit email, puis là je reçois qu'ils me disent voilà, est-ce que ça ne vous embête pas que, que vos données personnelles, qu'on utilise en fait vos informations sur votre compte, puis dans tout ce qu'il y a dans vos mails, pour ensuite cibler des publicités, spécialement pour vous. Donc ils vont vraiment analyser le contenu de tous mes mails sur Yahoo. Voilà. Et je suis obligée de cliquer OK, bien sûr, si je veux continuer à utiliser Yahoo. Ce ne sont évidemment pas les seuls, je parle de Yahoo, mais c'est à peu près tous les mails aujourd'hui. On a eu, lors de l'élection de Trump, on a pu voir aussi que justement l'intelligence artificielle sur Facebook, les algorithmes pouvaient amener à des manipulations de l'opinion. Vous savez aussi peut-être qu'actuellement en Chine,
Il y a un énorme programme où en fait, ils sont en train de mettre des webcams partout dans le pays pour reconnaître leurs ressortissants. Et donc à tout moment, si par exemple ils traversent au passage piéton au feu rouge, pouvoir leur donner une amende automatiquement pour ce genre de choses. Donc, voilà, l'IA, ça peut être ça aussi. On a parlé déjà des véhicules autonomes, on avance vers ça, mais un des gros soucis pour les mettre en place, c'est vraiment aussi de pouvoir protéger les conducteurs et les personnes dans la rue. Il faut établir de nouvelles lois. Aussi, il y a énormément de questions, parce que les véhicules autonomes, ça peut être aussi des drones autonomes qui peuvent porter des armes. Est-ce qu'on souhaite qu'une intelligence artificielle de ce type puisse prendre une décision de façon autonome? Donc ça, c'est pour ça que c'est très important aujourd'hui qu'il y ait un débat public sur ce genre de points. Et aussi, un résultat qui m'a beaucoup étonnée, mais je pense que bientôt, on va devoir complètement revoir notre confiance dans les données numériques. Je vais vous montrer pourquoi. J'ai un petit film là. Donc en fait, c'est une intelligence artificielle. Ce qu'ils font, c'est qu'ils montrent qu'ils sont capables, en temps réel, de manipuler une image. Donc ici, vous allez voir, ça c'est le chercheur qui va faire des mimiques. Vous allez voir que Trump va très gentiment suivre les mimiques du chercheur. Enfin, si j'arrive à faire tourner le truc. Ah, ça marche. Ça marchait? Ça marche un petit peu. Vous voyez, c'est quand même très réaliste. Donc ça veut dire que bientôt, on va pouvoir prendre une vidéo d'une personne et la remplacer par une autre, ou en Skype, en temps réel, faire parler quelqu'un. Il va falloir, je pense, faire extrêmement attention de ne plus avoir une foi, c'est-à-dire qu'on va être obligé de faire foi à des médias. On va plus pouvoir faire foi au monde de lui-même, il va être trop aisément manipulable. Voilà. Donc c'est très impressionnant. Voilà. Bon, donc il y a énormément de... Voilà, l'IA, c'est bien que ce soit débattu publiquement, c'est important parce que vous voyez, il y a toutes ces questions d'éthique qui se posent. Cependant, moi je reste convaincue que l'intelligence artificielle, c'est comme Internet. Internet, il y a des mauvais aspects, il y a des bons aspects, mais je pense que vous êtes d'accord avec moi que ce serait difficile aujourd'hui de s'en passer. Pour moi, c'est pareil pour l'intelligence artificielle, elle va pouvoir nous aider si on l'utilise bien dans beaucoup de domaines. L'exemple le plus évident, c'est la médecine. Une intelligence artificielle, vous voyez, on peut reconnaître des motifs dans plein de données, donc ça peut vraiment aider au diagnostic, ça peut aider à concevoir de nouveaux médicaments, faire des prothèses intelligentes également, pour, je ne sais pas, aider les malvoyants par exemple, avec des caméras directement reliées. Ça peut aider aussi à canaliser le trafic routier. Probablement que les véhicules autonomes d'ailleurs vont permettre d'éviter des embouteillages, éviter de la pollution. On va aussi bientôt, je pense, avoir des outils de traduction en temps réel. Donc ça va changer énormément de choses. On va pouvoir communiquer avec n'importe qui au bout du monde sans interface, avec une excellente traduction. Évidemment, les possibilités pour l'art, le cinéma, l'animation sont infinies. L'éducation aussi, une intelligence artificielle, c'est comme un Wikipédia multiplié par 100 en termes de possibilités, ça peut être extraordinaire. Je pense qu'aussi ça peut aider pour le climat. On sait les problèmes actuels avec le réchauffement climatique, peut-être grâce à l'intelligence artificielle on trouvera des solutions à ce problème malheureusement actuel. De nouveaux matériaux aussi peut-être moins polluants. Aussi, l'intelligence artificielle va certainement très bientôt, pour l'instant on en est au balbutiement sur nos smartphones, on a Siri, des choses comme ça, mais bientôt on aura vraiment des assistants personnels, je pense, très solides. On leur dira, écoutez, moi j'aimerais partir en vacances en juillet à tel endroit, et il organisera le voyage, prendra les réservations, enfin il fera tout pour nous. Enfin bref, tout ce qui est le traitement de données sera facilité par l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a plein d'applications auxquelles on ne pense pas encore et qui vont être très intéressantes. Excusez-moi. Oui. Une question un peu à part. Vous avez parlé des neurones. Comment les médecins, les physiologistes et les scientifiques arrivent à déterminer que nous disposons de, mettons, 100 milliards de neurones dans notre cerveau? Ah, le nombre exact oui. de neurones dans le cerveau? Est-ce que c'est pas un peu fantasmatique, si vous permettez? Le nombre exact. Pourquoi dites-vous ça? Parce que les médecins nous répètent qu'on a toujours entre 80, 70 et 100 milliards de neurones. Comment font-ils pour déterminer ça? Ah oui, d'accord. Bon, je vais vous donner un exemple. En fait, vous allez voir tout à l'heure.
Non, mais en fait, ils prennent des tranches, hein. On peut les voir, les neurones en microscope électronique, on les voit, et après on peut les compter, ou alors on prend un volume, puis après on en déduit que... Voilà, donc évidemment, hein, c'est un chiffre approximatif, mais les quantités sont juste, je pense. Voilà, mais je vais y venir d'ailleurs. Donc là, j'aimerais juste conclure sur cette première partie, en fait. Voilà, j'ai essayé de vous expliquer ce que c'était, en fait, vraiment l'intelligence artificielle aujourd'hui, au-delà des fantasmes de Terminator, etc. Les défis de l'intelligence artificielle pour les personnes qui travaillent sur ces algorithmes, c'est de faire ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé, c'est-à-dire vraiment de trouver des algorithmes qui peuvent apprendre sans avoir besoin d'étiquetage de chaque image, etc., sans avoir besoin de professeurs finalement. Et aussi comment pouvoir apprendre avec peu de données, au lieu d'avoir besoin de millions de chats ou de voir des centaines de millions de parties de poker avant de battre un humain. Comment est-ce qu'on peut... Comment est-ce que ces algorithmes pourraient jouer au poker en jouant 3 fois, en apprenant à la vitesse d'un humain? Voilà. Ça, c'est les défis au point de vue de l'algorithme. Ce que je voudrais vous expliquer dans cette deuxième partie de mon exposé, c'est qu'en fait, il y a un autre gros défi de l'intelligence artificielle du futur, si on veut vraiment aller plus loin, et ce sont les circuits. Voilà. Donc, mais avant de passer là, est-ce que vous avez d'autres questions sur cette première partie? Oui, bien sûr, mais c'est comme vous voulez. Les questions de déontologie, vous abordez, vous travaillez dans le secteur de la santé. Il y a, à Pain, il y avait une réunion le 28 avril, était annulée, faute de participants, sur justement le débat déontologique de la médecine et de l'IA. Et vous disiez, il va falloir apprendre à faire confiance aux données. Moi, dans mon secteur, je vois déjà le défaut de capacité des utilisateurs à être critiques face à la donnée. Grosso modo, vous prescrivez une ampoule de KCL qui est un produit qui permet de tuer quelqu'un. Si vous le passez sur une heure, la personne sur l'interface graphique voit 0.1.2.00 se dit c'est sur une journée, je peux le passer sur une journée. L'ordinateur calcule et dit il faut en passer 12 sur 12 heures. Et l'infirmière derrière prépare 12 ampoules dans une perfusion. Oui, pardon, chlorure de potassium, mais voilà, qui est un produit toxique. Alors, il n'y a pas du tout d'IA là. Hein. Alors, l'IA permettrait peut-être de corriger, mais derrière se pose une question d'éthique et de sécurité. Oui, tout à fait. Et moi, je ne suis pas une experte de l'éthique en IA, etc., mais je pense que oui, il faut qu'on mette il faut sécuriser tout ça. Par exemple, dans l'exemple que je donnais sur la façon dont on peut manipuler des vidéos, ça veut dire que la seule manière de croire maintenant ces vidéos, c'est qu'elles proviennent de médias qu'on contrôle pas, auxquels on peut avoir confiance. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas Internet généré par n'importe qui. Enfin, voilà, c'est comme ça, sinon on ne pourra pas. Et alors après, en médecine, je ne sais pas, mais j'imagine qu'il va falloir mettre des contrôles, des procédures de sécurité. Et ça, c'est un champ légal et de recherche. Donc actuellement, on n'a pas affaire à une intelligence artificielle, mais plutôt à des gros calculateurs. Voilà, hein. C'est un terme qui est un peu... Voilà, c'est ça. Oui. Et avec je vais y venir un petit peu dans la deuxième partie de mon exposé, mais oui. La puissance de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est les données, surtout. Oui, alors, c'est ça que je voulais vous dire. En effet, ça me fait très bien ma transition, c'est que les progrès récents, il y a eu des percées en intelligence artificielle récemment. Par exemple, ces réseaux génératifs sont capables de générer des images à partir d'une petite description, ça c'est très récent. Mais néanmoins, la grande base des algorithmes actuels ont été inventés dans les années 70-80 en fait. Et la raison pour laquelle ça n'est que maintenant que ça apparaît, c'est qu'en fait, on a pu faire tourner ces algorithmes de façon efficace que grâce à deux révolutions. La première, c'est Internet. Parce que Internet a permis à Google et à Facebook d'avoir accès à vos données. N'est-ce pas ? Et donc c'est grâce à ces données qu'ils ont pu entraîner leurs algorithmes. Toutes ces images, tout ça, ce sont vos photos finalement. Donc il fallait ces données pour entraîner les algorithmes. Et l'autre ingrédient vraiment essentiel, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez, mais on va de plus en plus vers des ordinateurs parallèles. Avant, votre ordinateur, il avait ce qu'on appelait un seul cœur. Maintenant, il a plusieurs cœurs.
Donc il est capable de calculer en parallèle, et on a aussi ce qu'on appelle des cartes graphiques sur nos ordinateurs qui permettent de faire plusieurs calculs en même temps. Et ça, vous voyez, pour l'intelligence artificielle, c'est très important, ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez vu le nombre de recettes de gâteaux au chocolat qu'il fallait tester avant d'en faire un. Si on peut faire plein de recettes en même temps, vous voyez que ça va accélérer beaucoup le calcul, on va tester plein en même temps. C'est ce que font les cartes graphiques, qui s'appellent des GPU, et c'est là-dessus qu'en fait tournent les algorithmes aujourd'hui. Avant, nos ordinateurs sont très séquentiels, donc ils faisaient une chose à la fois, et ça mettait un temps infini, on n'arrivait pas finalement à faire tourner des gros réseaux de neurones. Parce que finalement, vous voyez, quand on parle de réseaux de neurones, pour que l'intelligence artificielle fasse des choses bien, il faut aussi beaucoup de ces neurones. Voilà, il faut que ce soit quelque chose de beaucoup de neurones, beaucoup de synapses. Donc, en fait, cette progression de l'intelligence artificielle et son apparition partout en usage commun, elle est due aussi à ces progrès sur le support informatique et pas que dans l'algorithme. Ce que je voudrais vous expliquer maintenant dans cette partie, essayer de vous convaincre, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on va bientôt aussi arriver à une limitation si on garde nos ordinateurs actuels, et que pour faire fonctionner les algorithmes du futur, il va vraiment falloir révolutionner l'électronique, et c'est ce qui me passionne et c'est ce sur quoi je travaille. Alors pourquoi ? Donc en fait, faire tourner l'intelligence artificielle aujourd'hui sur nos processeurs, que ce soit même ces cartes graphiques dont je parle, c'est comme de réaliser une recette dans une cuisine complètement inadaptée. Parce que dans un processeur actuellement, la manière dont il est construit, c'est qu'on a deux blocs. Vous voyez, quand vous voulez faire une recette dans une cuisine, vous avez les ingrédients d'un côté, et puis de l'autre côté, vous avez tout ce qui sert, les ustensiles, faire mixer, couper, etc. Okay, dans un processeur, les ingrédients, c'est la mémoire. C'est l'endroit où on met les données, les ingrédients. Et puis, d'un autre côté, on a l'endroit qui s'appelle le processeur lui-même, où on va venir transformer les ingrédients, faire la recette, donc le calcul. D'accord ? Alors, dans un processeur actuellement, la mémoire et la partie calcul, la partie processeur elle-même, sont séparées spatialement. Cette séparation, elle n'est pas énorme, c'est quelques millimètres. Mais rappelez-vous, tout est nanométrique, etc. Donc en fait, si maintenant je rapporte ça à l'échelle véritablement d'une cuisine, ça veut dire qu'en fait, la partie où j'ai la mémoire, les ingrédients, et la partie où je les transforme, sont séparés d'une centaine de mètres. Voilà. Donc vous imaginez ce que c'est que de faire une recette dans une cuisine comme ça. C'est vraiment pas très pratique. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai... En plus, dans une cuisine d'un processeur, je peux prendre les ingrédients qu'un par un. Donc, je vais prendre une tomate, je cours, je fais 100 mètres, je vais la couper, je repars, je dois prendre un nouvel ingrédient, etc. Ça met un temps infini. Donc, pour un programme classique, en fait, on ne s'en rend pas compte dans un ordinateur, parce que nos ordinateurs sont ultra rapides. Ils fonctionnent au gigahertz. Donc, c'est comme si, en fait, on avait un bus ultra puissant qui fait des allers-retours à une vitesse supraluminique dans notre cuisine. Et donc ça fonctionne, mais cependant, le problème c'est que vous imaginez que le bus, pour le faire aller assez vite, la consommation électrique qu'il faut, c'est énorme. Et puis, vous vous rendez bien compte que pour une recette classique, ça va, mais lorsqu'il faut tester toutes les recettes, en fait, si on veut faire tous les tests de la recette au chocolat, c'est-à-dire quand on a du big data, il faut faire aller venir le bus des milliards de fois, et là, on a beau faire, ça ralentit, même si l'ordinateur est super rapide. Voilà, donc ça, c'est vraiment un problème pour l'intelligence artificielle, et ça veut dire que, en fait, ça a vraiment limité, c'est-à-dire aujourd'hui, les intelligences artificielles, ça tourne là-dessus. Voilà, ça tourne dans des data centers, dans des centres de données, aux USA, etc. Ce sont des usines à superordinateurs. Et donc, malgré tout ça, donc ça tourne là-dessus, ça consomme énormément d'électricité. Et c'est lent, c'est tellement... On ne sait toujours pas, par exemple, ces intelligences artificielles ne peuvent pas apprendre en temps réel au flux des données qu'on leur présente, tout ça, c'est pas possible, c'est trop lent. Et ça consomme beaucoup d'énergie. En fait, ce qu'on appelle le cloud, là où vous mettez vos données, c'est un terme aérien qui fait rêver un petit peu. En fait, le cloud, c'est ça. À chaque fois que vous mettez des données dans le cloud, vous faites chauffer cette centrale d'ordinateurs aux États-Unis. Et donc, en fait, ça a déjà des conséquences écologiques.
l'industrie informatique consomme déjà plus d'électricité que l'Inde entière. Et en fait, à cause de l'intelligence artificielle, c'est en train de prendre de l'expansion. Et donc, ce qu'on appelle le cloud, il va falloir vraiment faire attention que ça ne se transforme pas en un nuage de pollution qui flotte au-dessus de nos têtes. Voilà, donc, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a des solutions. Parce qu'on sait que ce n'est pas une fatalité, parce que finalement, l'intelligence artificielle, c'est un réseau de neurones. Les réseaux de neurones, ils sont inspirés du cerveau, de la nature. Or, la nature, elle consomme extrêmement peu d'énergie. En fait, presque tout dans la nature, tous les êtres vivants, même les plantes, font des calculs avec très peu d'énergie. Par exemple, vous prenez ce tournesol. Vous voyez, il est capable de suivre le soleil toute la journée pour bénéficier au maximum de son exposition. Et en fait, pour faire ça, c'est d'une manière complètement différente qu'un ordinateur le fait, mais il résout une équation différentielle compliquée. Et il le fait avec très peu d'énergie, photosynthèse, l'eau de pluie, les minéraux. C'est pareil, les fourmis. Vous voyez, ces fourmis, elles sont capables d'aller chercher de la nourriture autour de leur nid de façon complètement optimale. Donc elles réalisent un calcul, elles optimisent leur déplacement pour aller chercher de la nourriture tout en consommant vraiment très peu d'énergie. Et le plus impressionnant des ordinateurs de la nature, c'est bien évidemment notre cerveau. Vous vous rendez compte, notre cerveau consomme moins d'énergie qu'une ampoule électrique. Et malgré ça, on est capable de faire des choses quand même incroyables. On est capable même de rêver, de créer, d'analyser. Finalement, avec moins d'énergie qu'une ampoule électrique, on peut survivre et réaliser toutes ces tâches importantes pour notre survie. Alors, pourquoi ça? C'est parce que le cerveau, il n'est pas du tout organisé comme nos ordinateurs. Dans le cerveau, on l'a vu, donc il y a des neurones et des synapses. Et en fait, chaque neurone, c'est comme un mini-processeur, il fait le calcul. Et tous les neurones, on l'a vu également, ils sont reliés par les synapses. Et les synapses, elles portent la mémoire. La mémoire, chaque synapse porte un petit bout de mémoire. La mémoire, elle est complètement distribuée dans ce réseau de neurones. Et donc en fait, vous voyez qu'on n'a pas du tout de bus qui fait des trajets gigantesques. En fait, les synapses donnent des ingrédients directement au contact des neurones. On évite complètement ces déplacements fous des ingrédients. Et c'est vraiment une des raisons principales pour laquelle le cerveau est si économe en énergie. C'est ce rapprochement au plus près entre la mémoire des ingrédients et les outils pour transformer ces ingrédients. L'autre chose, bien sûr, c'est que tous ces petits cuisiniers, finalement, qui processent les ingrédients, qui les transforment, et qui sont les neurones, ils travaillent tous en parallèle. Et donc, ça accélère le calcul. Et c'est pour ça aussi que, même si chaque neurone, vous vous rendez compte, un ordinateur, ça fonctionne au gigahertz, c'est extrêmement rapide. Les neurones, ça fonctionne au hertz, donc 1 million de fois plus lent. Mais néanmoins, comme il y a un milliard, bien sûr, 1 milliard de fois plus lent, et néanmoins, on peut être très rapide peuvent apprendre en temps réel, etc., parce que ce calcul est fait en parallèle. Il y a une autre grosse différence entre nos ordinateurs et le cerveau, c'est que nos ordinateurs, on les a construits pour être d'une précision absolue. Mais vraiment, on a cherché la précision absolue, c'est-à-dire qu'un ordinateur, non seulement il peut faire des calculs, mais parfaitement, c'est-à-dire prendre des racines cubiques de nombres très compliqués, ce que nous, on n'est pas capable de faire de tête. Mais aussi, ils sont d'une précision parfaite dans les circuits. C'est-à-dire que dans un processeur, il y a des milliards de transistors. S'il y en a un qui ne fonctionne pas, le processeur est ajouté. Voilà. Donc tout est parfait. Et cette précision, elle a un coût énergétique parce qu'en fait, on veut éviter à tout prix qu'il y ait du bruit dans les circuits. Pour qu'il n'y ait pas de bruit, il faut les alimenter assez fort. Donc c'est pour ça qu'ils consomment aussi beaucoup. Alors que dans le cerveau, en fait, tout est bruité, c'est la biologie, tout est imprécis, tout est imparfait, etc. Mais malgré tout, grâce à l'organisation, grâce à la redondance du cerveau, on arrive néanmoins à atteindre le degré de précision suffisant pour réaliser bien des opérations et de façon extrêmement efficace souvent. Voilà. Donc, c'est vraiment intéressant de s'inspirer de cette organisation du cerveau, de la mémoire et au cœur
des neurones, et aussi peut-être de se dire que parfois, pour certaines applications, on n'a pas besoin d'une précision parfaite, parce que c'est vraiment important si on n'a pas reconnu Michael Jackson dans cette image, par exemple. Vous voyez, pour certains types d'applications, c'est pas très grave. Est-ce qu'on ne peut pas parfois faire un compromis sur la précision pour gagner énormément en énergie? Voilà. Donc, si on veut faire ça, en fait, finalement, la meilleure moyen de le faire, ce serait vraiment de s'inspirer de cette architecture des réseaux de neurones. C'est-à-dire de vraiment réaliser des rangées de neurones matériels qui seraient connectés par des synapses matérielles. Vraiment c'est-à-dire que, alors que dans un ordinateur, tout ceci est décomposé sous forme de 0 et de 1 et enfourné dans notre processeur, puis ça tourne, de vraiment faire des puces où on a des neurones, c'est-à-dire qui réalisent ces fonctions non linéaires dont je vous ai parlé, et puis qui sont connectés par des vraies synapses. Si on fait ça, on aura vraiment la mémoire au cœur des neurones et on aura vraiment la possibilité de gagner en énergie. Donc, aujourd'hui, tout le monde se rend compte que c'est important en fait, d'aller vers ça, et les grands industriels comme IBM, Intel ou Qualcomm, ils commencent à essayer de faire des puces de ce type-là, vraiment organisées comme ça. Le problème, c'est que ces puces, par exemple la puce d'IBM Tournos ici, elle contient déjà des milliards de transistors, et néanmoins, cette puce, donc, elle est extrêmement performante, ils ont tout repensé, son organisation, c'est vraiment avec des neurones faits avec des transistors les plus sophistiqués. Elle est capable de réaliser des petits problèmes, par exemple, reconnaître dans une vidéo, un flux de vidéo, elle peut reconnaître des cyclistes, des piétons, mais elle ne sait pas apprendre. Elle ne sait pas apprendre. En fait, l'apprentissage dont je vous parlais, l'ajustement des ingrédients, il est fait sur un super ordinateur qui trouve des paramètres, qui ensuite vient les mettre dans la puce. Voilà. Vous voyez, on est aux limites de l'électronique actuelle, c'est-à-dire que ce sont des puces extrêmement sophistiquées, mais elles ne sont pas capables de faire tourner des gros réseaux de neurones. Pourquoi ça? C'est parce que un transistor, c'est tout petit. Un transistor, on sait en mettre des milliards sur une puce, mais ce n'est qu'un interrupteur et ça n'a pas de mémoire. Et donc en fait, si on veut réaliser des neurones et des synapses avec des transistors, il faut assembler énormément de transistors ensemble, et à la fin, pour un neurone, ça prend 100 micromètres de côté par neurone, et ça prend 100 micromètres de côté par synapse. Alors ça a peut-être l'air de rien, mais comme vous le disiez tout à l'heure, en fait dans le cerveau, il y a des centaines de milliards de neurones, et il y a 10 000 fois plus de synapses. On met toute la taille que ça fait. Donc en fait, si on met simplement, donc vous savez, notre électronique actuelle, elle est en 2 dimensions. Donc si on voulait, avec notre électronique actuelle, faire des neurones et des synapses et d'en mettre 100 milliards de neurones et 10 000 fois plus de synapses, les unes à côté des autres, ça ferait une galette de silicium, c'est-à-dire un circuit de 300 mètres de large, c'est-à-dire aussi gros qu'un stade. Attention, là je les ai juste mis les uns à côté des autres, je ne les ai même pas connectés. En fait, ça c'est un des gros défis actuels. Comment est-ce qu'on fait pour connecter? Vous voyez, dans le cerveau, il y a 10 000 synapses par neurone. Comment on fait pour faire ça en réalité avec des fils électriques? Donc justement, je vais vous montrer un petit film. Vous allez y voir un film. Donc c'est un scientifique, un chercheur en Allemagne. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il prend des cerveaux d'animaux, hein, c'est pas des cerveaux humains. Il en fait des tranches extrêmement fines. Et dans chaque tranche, il vient les teinter ensuite avec de l'encre pour faire apparaître les cellules, les neurones et les synapses. Et puis ensuite, donc il fait ça pour chaque tranche, puis après justement avec un algorithme d'intelligence artificielle assisté par des humains, il va reconstituer toute la forme des neurones et des synapses en 3D. Et je voudrais vous montrer ce film, parce que vous allez voir à quel point, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir 10 000 fils en fait, 10 000 fils par neurone. Voilà, donc ce que vous voyez ici, chaque couleur, c'est un fil différent, un axone différent. Là où il y a les trous, en fait, là où passe la caméra, ce sont les vaisseaux sanguins. Et vous voyez la densité de la biologie, c'est-à-dire à quel point c'est intriqué, c'est une vraie pelote de fils, c'est comment faire ça avec notre électronique qui est habituée à aller tout droit, à faire des angles, etc. Vous voyez le défi que ça représente de faire ça avec des fils électriques. Sans évidemment qu'il y ait de court-circuit entre chaque et en étant bien précis sur qui connecte qui. Voilà. Donc, on ne sait pas faire aujourd'hui. Notre électronique aujourd'hui, faite de transistors, on ne sait pas comment faire ça. Voilà. Donc il y a un énorme défi, un défi
pour aller au-delà, pour trouver des nouveaux composants qui vont pouvoir imiter les neurones et les synapses à l'échelle nanométrique et les connecter ensemble très densément. Voilà. Et donc c'est ce sur quoi je travaille actuellement. Mon but c'est vraiment d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut faire ces nouveaux composants, comment on peut faire à les assembler, de faire ces puces neuromorphiques, dont le but ce serait vraiment de faire tourner ces algorithmes qui sont importants pour complémenter nos ordinateurs, mais de le faire avec très très peu de consommation d'énergie. Voilà. Donc est-ce que ça fait 45 minutes que je parle, donc après ce dont je parlerai si je continue, ce sont mes recherches. Je ne veux pas non plus vous embêter. Si, ça va, vous en avez pas marre. Donc voilà, donc récemment au labo, on a fait une avancée assez intéressante, je trouve, en tout cas moi ça m'intéresse, j'espère que ça va vous intéresser. On a pour la première fois réalisé un nanoneurone capable de faire des tâches cognitives. Alors on en a fait un, donc il fait des tâches simples, et ce nanoneurone, il est quand même capable, donc il est très rapide, et il est capable, vous voyez, on le voit en train de cuisiner, en fait, pourquoi parce qu'en fait, il est capable de traiter des données extrêmement rapidement, au mégahertz, et ce qu'on a montré, en fait, avec ce nanoneurone, qui est ici de forme cylindrique, c'est qu'il était capable de processer, donc en fait, on a enregistré des gens qui prononçaient des chiffres de 0 à 9, et ensuite, ces formes-là, on les a données au nanoneurone, et on a utilisé une astuce, ce nanoneurone, il est tellement rapide qu'on a, avec on a pu en imiter plusieurs, qui a joué le rôle de plein de neurones, et grâce à ça, on a pu reconnaître quel était le chiffre prononcé, malgré le fait qu'il y avait plein de locuteurs différents, avec des accents différents, etc. Donc on a fait un nanoneurone qui était capable d'une tâche très simple de reconnaissance vocale. Et donc c'était une avancée, parce que finalement, personne aujourd'hui avait été capable de faire un nanoneurone aussi assez fiable pour faire ce genre de tâche. Maintenant, je voudrais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc notre nanoneurone, il ressemble à ça. Typiquement, c'est une espèce de... Là, vous voyez, c'est une image de microscopie à balayage. Donc c'est un petit cylindre. Voilà. Donc il fait 100 nanomètres de côté à peu près. Donc ça veut dire qu'il est 1000 fois plus petit que la taille d'un cheveu. Alors pourquoi c'est difficile de faire un nanoneurone qui est capable de tâches cognitives, de transformer l'information? C'est parce qu'un nanoneurone, un neurone, c'est le cuisinier dans la recette. Donc si à chaque fois qu'on lui donne des ingrédients, il fait un peu n'importe quoi, qu'il ne fait pas la recette pareil, ça ne va pas marcher. Vous voyez, l'algorithme, s'il ne va pas pouvoir tourner, il faut quand même qu'un cuisinier fasse toujours la recette de la même manière. Or, les composants nanométriques, comme leur volume il est très petit, ça a tendance à avoir des propriétés peu stables, à dériver dans le temps ou même carrément à ne plus fonctionner. Et donc c'est très difficile d'avoir des composants nanométriques qui sont capables d'avoir une stabilité suffisante pour toujours faire la même recette de façon fiable. Et donc nous en fait on a eu l'idée d'utiliser des matériaux magnétiques, parce que les matériaux magnétiques, on les connaît bien, et en fait, même à des toutes petites tailles, ils restent extrêmement stables et fiables. Et donc, en fait, notre nanoneurone, c'est ça, c'est deux aimants empilés, séparés par une barrière isolante. Et donc, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on envoie, donc, ce que vous ne voyez pas sur l'image, c'est qu'en fait, donc là, on voit juste le petit cylindre, mais il y a des amenées de courant aussi, qui peuvent amener des électrons, un courant électrique à travers le dispositif. Lorsqu'on envoie un courant électrique à travers ce dispositif, en fait, les électrons vont passer à travers le premier aimant. Vous savez, un aimant, ça aime bien tourner. Donc en fait, les électrons, ils acquièrent un peu du spin du premier aimant. Et lorsqu'ils arrivent sur le deuxième aimant, ils vont lui donner un peu de ce qu'on appelle ça du spin. Ils vont lui donner un petit peu de rotation. Et donc si on maintient le courant électrique sans arrêt, en fait, cette boussole du haut va se mettre à tourner. L'aiguille de la boussole va tourner. Elle va tourner sans arrêt. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que non seulement elle tourne, mais en plus, grâce à l'effet de magnétorésistance découvert par Albert, il va y avoir une tension électrique qui va se développer et qu'on peut mesurer. Donc à chaque fois que la boussole va faire un tour, on va avoir l'émission d'une impulsion électrique. Et donc, quand la boussole tourne, hop, 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 on a des impulsions électriques qui sont émises de façon extrêmement rapide. Tac, 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 tac. Et pourquoi c'est intéressant ça?
Ben, c'est parce que ça imite vraiment une propriété du cerveau, qui est que chaque neurone communique vers les autres neurones par des impulsions électriques. Vous voyez ici, c'est une vidéo, hein, c'est une reconstruction, et vous voyez comment l'électricité va se propager sur les axones, sur les synapses, et lorsque un neurone reçoit suffisamment d'informations par les synapses, il va émettre une impulsion électrique qui ensuite va être transmise aux autres neurones, etc. Et donc notre nanoneurone, il peut imiter cette propriété. Et c'est grâce à ça qu'on a pu faire cette première petite démonstration expérimentale de reconnaissance vocale. Alors, c'est vraiment un champ de recherche naissant. Et donc on avait juste un nanoneurone, un seul. Il en faut des milliards, n'est-ce pas? Et puis il faut les faire communiquer. Et c'est là qu'on pense qu'on a peut-être une piste. C'est parce qu'en fait, vous voyez, nos nanoneurones, déjà, quand ils tournent, c'est des petits aimants. Ils émettent des ondes magnétiques. Et en plus, on a vu, ils émettent des impulsions électriques. Et ces impulsions, je ne l'ai pas dit, mais en fait, sont extrêmement rapides. Elles peuvent aller de la centaine de mégahertz sur plusieurs gigahertz. Donc en fait, nos nanoneurones, c'est comme des petits émetteurs radio. Et ils peuvent communiquer entre eux, on l'a déjà montré dans le passé pour d'autres applications. C'est-à-dire que les émissions d'un neurone peuvent venir influencer un autre neurone. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, on va peut-être pouvoir les faire communiquer par Wi-Fi, sans fil, grâce aux ondes qu'ils émettent. C'est ça notre but, c'est d'éviter d'avoir à faire 10 000 fils comme ça par neurone et de les faire communiquer par leurs ondes radio, sans fil. C'est-à-dire que chaque neurone, en quelque sorte, va faire le calcul et émettre le résultat de ce calcul vers les autres neurones qui vont le recevoir, puis ensuite réémettre, etc. Donc c'est ça notre idée. On en est loin, il y a beaucoup de travail. Pour finir cet exposé, je voudrais vous montrer que cette idée de faire du calcul ou de communiquer grâce aux ondes n'est pas une invention, c'est que ça existe dans la nature. Et comme on est ici à Banyuls, j'aimerais vous montrer cette communication par les ondes, par les poissons. Donc vous voyez, ici, chaque poisson, les poissons, vous savez, s'organisent en bancs et ils bougent leur nageoire. Et quand ils bougent leur nageoire, ça émet des ondes. Et donc, chaque poisson est sensible aux ondes de ses voisins, à ces ondes qui se propagent dans l'eau, et ça les aide à rester en banc. Et ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est que grâce à ces ondes, le banc de poisson peut se reconfigurer extrêmement rapidement. Regardez ce qui se passe lorsqu'on a un prédateur qui s'approche du banc de poisson. Voilà. Vous voyez à quelle vitesse le banc de poisson s'est reconfiguré, a changé. C'est parce qu'ils sont, grâce aux ondes qui se transmettent entre les poissons, ils ont pu communiquer et se réarranger. Et donc ce mode de fonctionnement, c'est très très similaire à ce qui se passe dans le cerveau où les neurones communiquent entre eux comme les poissons. Et bref, notre but dans le futur, à nous, ça va être de faire communiquer, de s'inspirer peut-être aussi de ce type de communication pour faire réaliser à nos assemblées de nanoneurones qui communiquent par les ondes des calculs intéressants et d'aller vers des puces vertes qui consomment très peu d'énergie. Voilà. Merci beaucoup. Merci Julie. Donc maintenant posez vos questions, le débat est ouvert. Quelle est la composition du nanoneurone? Oui, alors je ne suis pas rentrée dans les détails, donc il est constitué de deux aimants empilés. Ces aimants, c'est des alliages de cobalt, de fer et de bore. D'accord. Donc et la barrière, c'est un oxyde de magnésium. C'est métallique. Donc. Voilà, ce sont des métaux, ouais, sauf la barrière qui est isolante. C'est une barrière tunnel, on les électrons passent par effet tunnel à travers cette barrière. Okay, merci. Ouais. Et en fait, je n'ai pas précisé, mais ce sont vraiment des composants très similaires à ceux qui sont développés actuellement pour les mémoires magnétiques par l'industrie. Et donc, il y a déjà des prototypes de mémoires magnétiques avec des composants vraiment très similaires et ils sont capables déjà d'en mettre des milliards sur une puce. Pas transporter. Oui, ma question c'était, en fait, jusque-là, ça vous
voudrais dire qu'on a considéré que la transmission qu'on faisait était, ou si l'on la rapporte à ce que fait le cerveau, elle était électrique. Or, en fait, la transmission au niveau des synapses, elle n'est pas électrique, ce sont des neurotransmetteurs, donc ce sont des modulateurs. Donc, vos aimants introduisent des modulateurs. Est-ce qu'on peut les comparer aux modulateurs? Là, ce que j'ai montré, c'est uniquement c'est un équivalent des impulsions électriques, des spikes, des impulsions neurales. Il reste à les faire communiquer et à pouvoir, comment dire, vous voyez que les synapses, c'est des vannes, donc il faut qu'on arrive à régler de façon précise la communication sans fil entre ces neurones. C'est ça l'intéressant, c'est que les synapses sont des vannes, c'est-à-dire que ce sont des neurotransmetteurs et on module la quantité qui est transmise, etc. Ce que ne fait pas un transistor 0,1. Tout à fait. Oui, c'est ça. Tout est, on passe de quelque chose de binaire, on revient à de l'analogique. Donc, par exemple, ici, on voit que dans une mémoire, on utilise juste la direction de l'aimant, on est 0, 1. Ici, on va l'utiliser dans un mode analogique, c'est-à-dire qu'on va utiliser toute la rotation de la boussole. Voilà, on revient vers une électronique analogique. Oui. Et avec l'ordinateur quantique, on devrait quand même aussi améliorer les choses, ça ira beaucoup plus vite. Avec l'ordinateur quantique. Alors l'ordinateur quantique, en ce moment on pourrait dire qu'il y a deux types de nouveaux ordinateurs qu'on essaie de développer. Il y a ces ordinateurs neuromorphiques et là les ordinateurs quantiques. Et pour moi, c'est deux pistes passionnantes qui n'ont rien à voir. Mais en même temps, s'ils pouvaient se développer, je pense qu'ils feraient des choses très différentes. Donc c'est tout à fait complémentaire. L'ordinateur quantique, c'est l'ordinateur high-tech, très basse température, il faut garder la cohérence, on est quantique, c'est des effets vraiment... Ici, l'ordinateur neuromorphique, le but c'est d'avoir des composants qui sont capables d'être connectés par dizaines de milliers, mais ils peuvent être bruités, ils peuvent fonctionner à température ambiante. Donc c'est vraiment deux voies différentes, mais pour lesquelles il faut réinventer l'électronique en fait, c'est ça. L'ordinateur quantique, des tâches très spécialisées, basse température, des calculs compliqués. Cryptographie, on ne connaît pas encore toutes les applications aussi, mais on peut simuler de nouvelles molécules, enfin il y a des recoupements. C'est pas le même type de composant. Hein. Non, c'est pas du tout le même type de... Oui, je voulais savoir, comment les puces neuromorphiques à base d'aimants, là dont vous avez parlé, comment elles communiquent entre elles par ondes radio, électromagnétiques, si j'ai bien compris, mais comment elles se reconnaissent entre elles? S'il y en a des milliers sur un composant, savoir qui envoie l'information, qui la reçoit, qui va pondérer sur les synapses le niveau d'information, comment ça se passe? Oui, mais c'est une très bonne question. Je ne peux pas vous répondre parce qu'on est en train d'écrire des brevets. C'est vraiment c'est de la recherche vraiment très brûlante, donc je vais faire la petite. C'est une très très bonne question. Je crois qu'il y a une question par ici. Non, tout simplement, quand l'informatique est sortie, on nous a parlé de hardware, excusez-moi, et de software. Où ça en est, cette distinction? Ah oui, alors c'est vraiment ça, c'est-à-dire l'algorithmie, c'est le software, on va dire, et le matériel sur lequel va tourner l'IA, c'est du hardware. Par exemple, faire des puces neuromorphiques, c'est du hardware. Les cartes graphiques, c'est du hardware. Oui, encore. Juste curiosité, vous parliez d'un seul nanoneurone, vous lui avez donné à une fréquence très élevée des informations, il a pu les traiter, mais vous disiez il y a des fils qui sont connectés, vous l'alimentez comment en mémoire? Comment on a... Pardon, ah oui, on a utilisé une astuce. Comme il était très rapide, avec un seul, on a imité plusieurs. Donc en fait c'est comme si... on appelle ça du multiplexage temporel, c'est la stratégie qu'on a utilisée. Donc, on a utilisé lui-même et sa propre mémoire, mais il est câblé sur quelque chose qui la retient forcément. Enfin... Oui, mais en fait, j'en ai pas parlé, mais il a une petite mémoire intrinsèque, tout comme d'ailleurs les vrais neurones, une petite mémoire à court terme. On a pu l'utiliser pour qu'il s'influence lui-même dans le temps. Et donc ça a imité des connexions. Voilà, Elodie. Vous parlez de nanomorphie pour les puces, mais je vois que vous restez toujours à l'échelle de 2 dimensions. Donc, on parlait des problèmes de court-circuit, ça veut dire que c'est quand même mimer le fonctionnement du vivant, mais en restant à 2 dimensions. À cause simplement de ces problèmes de court-circuit? Alors c'est parce que pour l'instant on sait mal en électronique aller vers la 3e dimension, empilée. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire pour les puces neuromorphiques, donc il y a beaucoup de travail pour ça. Il y a beaucoup de pistes aussi. En fait, ces éléments peuvent être empilés en 3D aussi, donc c'est des pistes.
Il y a aussi beaucoup de gens qui croient à la communication optique, et la communication optique peut se faire suivant cette dimension-là. Donc il y a plein de pistes à explorer. La question quand on va en 3D, c'est comment on alimente les circuits de façon homogène, etc., dans la 3 dimensions. Et nous, dans le cerveau, il y a des vaisseaux sanguins qui sont capables d'aller amener l'énergie partout. On ne sait pas bien faire ça encore. Donc c'est aussi de la recherche actuelle. Oui, merci pour l'exposé. Je voudrais revenir un petit peu à ce que vous avez dit au début. Je suis un peu optimiste, je suis un peu comme vous, mais j'ai quand même un certain âge. On nous a vendu plein de choses, la bombe atomique, enfin l'énergie nucléaire, etc. Et à ce moment-là, on nous a dit, vous inquiétez pas, tout se passera bien. On a mis Trump, on a mis l'Iran, on a mis je ne sais plus qui, la Jong-un, ou je ne sais pas qui là-bas, qui ont ce truc-là. J'ai l'impression que là, on va rejouer encore à ça. Disons que c'est pire que ça. Oui, bien sûr. Parce que là, nous, les Européens, sommes en retard. Elle est déjà développée ailleurs. N'importe qui pourra, vous nous avez montré les images, etc. N'importe qui pourra faire n'importe quoi. Oui. C'est pour ça que je pense que c'est aussi important que l'Europe, les démocraties développent, ne gardent pas non plus complètement le fil de ces technologies. Il faut rester à la hauteur. Vous voyez, la Chine est un leader mondial dans ce domaine. Donc, il ne faut pas non plus être complètement angélique et dire non, nous on fait que l'intelligence artificielle. Enfin, de limiter non plus trop nos efforts, sinon on ne va pas être compétitif. C'est sensible, mais c'est compliqué. Je suis d'accord avec vous. D'autres questions, commentaires? Bon, on te remercie. Nous te remercions.